Alors, on va passer à la question 2 pour entamer une première série d'interventions de la salle. Ensuite, finalement, soyons clairs, une redevance, enfin, sous réserve que Philippe Duron le confirme, le COI n'exclut pas une redevance kilométrique pour tous, y compris pour les véhicules légers, sur certaines portions, on est bien d'accord, vous ne le faites pas non plus. Ça serait quand même une première petite révolution. Ensuite, l'intégration des coûts externes, ces fameux coûts externes dont on parle depuis si longtemps, justifierait, entrerait dans le calcul de la redevance. Il est même question d'y faire entrer les coûts, je parle sous votre contrôle, liés à l'accidentalité routière non couverts par les assurances. Bon, tout ça, quand même, c'est des nouveautés. Une redevance supplémentaire pour coûts externes pourrait être appliquée, comme la directive, dans son état actuel, l'autorise déjà sur certaines portions du réseau autoroutier concédé. Je pense au réseau montagneux, ce qui permettrait de financer le projet de Lyon-Turin. Bon, tout ça, c'est des ambitions très importantes que vous portez. On est bien d'accord. Donc, comment résoudre, et je vais repasser le problème, la question, pardon, à Nicolas Méhari, qui a déjà planté le décor, comment résoudre ce problème de l'acceptabilité de ces futures décisions, peut-être, mais en tout cas de ces préconisations assez révolutionnaires, d'une certaine manière, même si elles vont dans la logique des choses. Si on avait su avant l'écotaxe, peut-être que les choses auraient été un peu plus simples pour la question de l'acceptabilité. Non, plus sérieusement, il y a effectivement un consensus sur, en tout cas, semble assez large, sur ces principes. Maintenant, la question, c'est comment avance-t-on politiquement? Comment est-ce qu'on le rend acceptable? Alors, j'ai pas de solution miracle, mais je voudrais faire deux réflexions. La première, c'est que on va dire les choses assez directement. Le plus simple, dans l'opinion publique, c'est d'ailleurs ce que la ministre Elisabeth Borne a commencé à dire, c'est de dire qu'il faut que les poids lourds étrangers participent au financement. Parce qu'ils ne participent pas à travers TICPE, les entreprises ne financent pas à travers l'impôt sur les sociétés, et donc on a bien l'impression qu'il n'y a pas que les ressources fiscales, les leviers fiscaux autres ne sont pas encore pris en compte. Donc ça, c'est le plus simple d'un point de vue français, de dire commençons par avoir une vignette sur les poids lourds étrangers. Et je crois qu'il faut commencer par là. La deuxième chose, c'est que je crois que pour l'opinion publique française, les choses ont évolué par rapport à il y a déjà quelques années, et la question de la pollution et de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre est bien rentrée dans l'opinion publique. Et la question de la participation de l'utilisateur au financement des infrastructures de transport, on progresse. Et donc je crois que la question des poids lourds français est un peu plus mûre qu'il y a 5 ou 6 ans. En tout cas, moi je fais partie de ceux qui sont prêts à défendre le fait qu'il faut qu'il y ait une tarification, une redevance particulière pour les poids lourds français également. En ce qui concerne les véhicules légers, très franchement, je pense qu'on n'y est pas encore. Et on peut le regretter. Et la question, encore une fois, est vraiment de se dire quel est le chemin politique qui nous amène au fait de rendre cela acceptable. Quand je vois que dans certaines régions de France, certains vont au contraire mettre en place des aides à la mobilité en aidant les propriétaires de véhicules légers à vouloir se rendre à leur lieu de travail, on va dans le sens inverse au nom de besoins de mobilité, au nom d'une certaine prise en compte des besoins sociaux. Et donc je pense qu'on n'est pas encore mûr sur la question des véhicules légers en France. Donc mon élément de réponse par rapport à l'acceptabilité, c'est allons-y par étapes, ayons un cap clair sur le fait qu'il faut commencer par les poids lourds étrangers à court terme par un système de vignettes, qu'il faut réfléchir aux conditions pour pouvoir mettre en place quelque chose pour l'ensemble des poids lourds. Et j'insiste, c'est légitime du fait de l'utilisation accrue, de l'usure accrue des routes. Et ayons
dans la durée la question pour les véhicules légers. La deuxième remarque, et je vais être très court là-dessus, c'est que je pense qu'il faut envisager davantage de taxation de péages spécifiques sur certains tronçons. Je vais prendre un exemple tout bête. En Essonne, nous sommes traversés par des flux routiers importants. Nous avons un sujet avec la Nationale 20, qui en fait n'est plus une route nationale, mais qui est gérée par le conseil départemental, sur lequel il y a un système de déport d'un certain nombre de poids lourds qui préfèrent l'utiliser plutôt d'utiliser la 10, qui est payante, etc. Et donc là, il y aurait une acceptabilité forte de taxation particulière pour des types de véhicules. Et je pense que par ce type d'expérimentation-là, on peut faire avancer la question de l'acceptabilité. Voilà, mais l'objectif, ils vont partager, mais surtout, il faut qu'on y aille étape par étape pour que ce soit acceptable. Monsieur le directeur adjoint, sur ces sujets que vous connaissez parfaitement, sur ce réseau routier que vous gérez, réseau routier national, comment faites-vous, comment comprenez-vous cette question et comment allez-vous rendre acceptable la question de l'acceptabilité, si j'ose dire? Bon, je crois que l'ensemble des problématiques ont été posées par M. Méhari. Et les assises de la mobilité ont bien montré ce besoin de financement que vous soulignez pour l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures et en même temps la nécessité de dégager une diversité de solutions de financement. Que ce soit par des péages urbains, ça a été évoqué par les assises, et il y a eu des travaux sur ce sujet, péage urbain, redevance d'utilisation sur le réseau secondaire, le réseau départemental, vous le soulignez, des taxations spécifiques sur certains tronçons en vue de certaines finalités, que ce soit pour gérer des flux de poids lourds, les inciter à prendre un itinéraire plutôt qu'un autre, que ce soit pour lutter contre des externalités liées à la qualité de l'air. Enfin, voilà. Donc, tous ces sujets ont été abordés pendant les assises et je crois que maintenant, évidemment, dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, le projet de loi devra prendre en compte un certain nombre des observations qui ont été faites lors des assises. Alors maintenant, sur l'aspect progressif des tarifications, là aussi, le rapport du COI rappelle que la vignette, à titre temporaire, est une vignette temporelle et non pas kilométrique, une tarification temporelle et non pas une tarification kilométrique, à titre temporaire, peut être très utile pour apporter ce complément de ressources dont on a besoin pour l'entretien et la maintenance des infrastructures de transport. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à la tarification kilométrique, ça veut dire simplement que, en attendant que les textes européens soient complètement finalisés et adoptés, eh bien, l'État et les collectivités se donnent des moyens pour avoir une vignette, notamment sur les poids lourds, qui leur permettent d'avoir des ressources complémentaires. Alors voilà, c'est une piste qui a été posée pendant les assises et évidemment sur laquelle la ministre elle-même s'est prononcée. A eu plusieurs déclarations. Il faut bien évidemment que dans le cadre des travaux sur la loi d'orientation des mobilités, on puisse voir un peu comment mettre toutes ces propositions en œuvre. En gros, il y aura quand même une vignette dans la LOM. Écoutez, voilà, vous verrez. C'est pas forcément. Il y a un débat très important entre les partisans de la vignette et ceux qui n'y sont pas favorables, et qui sont plutôt favorables à une gestion des dépenses des collectivités
et de l'État par des normes de dépenses plutôt qu'en pensant aux recettes. Voilà. Parfait. Est-ce que, avant qu'on passe à une première série de questions ciblées, si je puis dire, est-ce que Christine Revaudalon-Bonnefoy souhaite faire un petit commentaire court sur ce qui vient d'être dit? Ok. Donc, l'idée de la révision de la directive portée par la Commission, c'est de sortir du système de vignettes pour passer aux redevances, pour mettre en place le principe utilisateur-payeur. On en revient toujours à est-ce qu'on l'applique ou on ne l'applique pas. Moi, j'ai bien vu et entendu, et j'ai discuté avec la ministre sur le fait qu'il y avait de manière temporaire une vignette temporelle, mais ça ne va pas dans le sens des ambitions affichées. Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, ça ne peut pas être une vignette que pour les camions étrangers. C'est totalement interdit. C'est un principe de discrimination qui ne passera jamais. Donc ça ne peut pas être... On ne peut pas regarder sur la nationalité pour dire qui paye pas. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne et voilà. Mais en plus, par ailleurs, sur la question de la vignette, on a un grand consensus par groupe politique au niveau européen, mais on a une opposition très forte de la part des Allemands et des Autrichiens qui veulent rester sur le principe de la vignette. Et ils vont regarder de façon très attentive ce qui se passe en France. Et si effectivement, en France, le mouvement c'est aller vers la vignette, on n'est pas sûr d'y arriver au principe utilisateur-payeur. C'est très... Donc il faut... Voilà, on recherche le consensus et après on recherche aussi est-ce qu'on partage ses ambitions et ses besoins. Et ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Donc c'est pour ça que nous pouvons affecter et flécher les recettes, c'est très important et il faut aller jusqu'au bout. Là aussi, il y aura une bataille avec le Conseil des États membres pour s'assurer que les recettes aillent bien à la fois sur la question des infrastructures routières, mais aussi à l'ensemble des questions de la mobilité, et notamment le report modal. C'est des points qui sont très importants pour que tout se tienne. Et pour ce qui concerne les véhicules légers, mais en France, les véhicules légers, ils payent le péage autoroutier. Donc, quand vous dites que vous ne voulez pas que les véhicules légers y soient, ça veut dire que vous ne voulez plus que maintenant les autoroutes vont être gratuites pour les véhicules légers. Donc, on a déjà ce système en France. On ne va pas mettre des redevances sur toutes les routes de France. L'idée, c'est de maintenir celles qui existent déjà dans le réseau autoroutier et de regarder sur certains tronçons de routes aujourd'hui qui ne sont pas dans le RTET, mais qui sont en réalité utilisés à cette fin-là. Donc, ce n'est pas tout le réseau routier français, mais c'est vraiment les voies qui sont aujourd'hui utilisées pour des contournements. Donc c'est être à la pratique et efficace dans nos principes. Merci beaucoup. Certains dans cette salle piaffent d'impatience. Je vais donc leur passer la parole. Je parle des éminents représentants ici présents des fédérations de transporteurs qui ne sont pas tout à fait d'accord sur tout ce qui est dit. Pas tout à fait. Donc, par courtoisie, nous allons commencer par les dames, puisque nous avons une présidente et une directrice générale. Laquelle d'entre vous prend la parole la première pour, si vous voulez bien, quelques toutes petites minutes? Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je me présente, Aline Mesplès, présidente de l'OTRE, une des fédérations des transporteurs routiers. Premier exercice qu'on peut faire ensemble. Dans les perspectives qui nous sont données, qui payera demain? Qui sont les personnes qui vont payer demain? On est combien? On est combien? Non, poids lourd, on a parlé des poids lourds. Qui va payer? Voyez? Attendez, donc, déjà c'est un petit exercice que je fais parce que je dois avouer qu'avec mes confrères, on a assez mal vécu les assises de la mobilité où dans de nombreuses assemblées, on s'est senti très minoritaire à défendre une profession qui par ailleurs représente 650 000 salariés, qui rapporte à la nation, qui paye énormément de taxes déjà, et de redevances et de péages, et qui donc, de notre avis, apporte les financements nécessaires aux besoins qui sont exprimés. Effectivement, il y a un problème de fléchage des sommes que nous vous donnons. Monsieur, vous représentez un conseil départemental. Combien percevez-vous? Savez-vous combien vous percevez directement du transport routier? Je ne pense pas que vous sachiez parce que c'est dilué dans les différents financements que vous recevez. Fléchez-vous l'argent que vous recevez du transport routier vers les infrastructures routières? Non. Non. Donc le problème principal,
on va commencer par là, c'est celui de faire le bilan des recettes qu'apporte le transport routier, que ce soit le transport routier des marchandises ou le transport routier de personnes, et de savoir à quoi est affecté l'argent que nous vous donnons. Deuxième sujet, on parle de l'utilisateur payeur et celui du pollueur-payeur. Dans le cas du transport routier, ce sont deux notions totalement différentes. Que nous soyons utilisateurs-payeurs, c'est logique. Quand nous allons sur des péages autoroutiers, nous payons par la taxe sur différentes SEC, la TICPE, ainsi de suite. C'est tout à fait logique. Par contre, pollueur-payeur, sommes-nous les décideurs des transports que nous effectuons? Dans le cas du transport de personnes, nous répondons à des appels d'offres publics. À l'heure actuelle, ce sont les départements qui nous demandent de travailler. Demain, ce seront les régions. Donc, qui est pollueur-payeur dans ce cas-là? Ce n'est pas le transporteur qui est un prestataire de service, c'est celui qui fait l'appel d'offres et qui décide que les personnes qu'il va faire transporter seront plutôt sur la route, plutôt que sur le mode fluvial, pourquoi pas l'imaginer, ou sur le mode ferroviaire. Donc, dans le cadre du transport routier de marchandises, c'est exactement la même chose. Un donneur d'ordre, à un moment donné, il a plusieurs choix pour faire transporter ses marchandises et il effectue dans ces divers choix, il décide que ce sera le mode routier qui sera celui qu'il porte. Donc, quand on veut toucher au principe du pollueur-payeur, ce n'est pas le prestataire qu'il faut imposer, c'est le donneur d'ordre. Je vais faire une petite aparté. Attendez, une toute petite alors. Parce qu'il faut qu'on. Oui, d'accord, mais bon. Que vos confrères et d'autres personnes dans la salle puissent s'exprimer tout à l'heure. Enfin, il y a plein de choses qui ont quand même été dites. Oui, tout à fait. Je vais finir là-dessus. Le e-commerce, qui propose à l'heure actuelle des livraisons gratuites. C'est logique? Non, ça n'est pas logique. S'il y a un transport gratuit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye derrière et c'est souvent l'entreprise et le salarié qui travaillent pour rien. Enfin, dernier point, puisque après je laisserai la parole, c'est sur l'idée que le remboursement de TICPE du gazole professionnel est une niche fiscale. C'est inadmissible d'entendre dire ça. Comment vous avez pu dire ça, monsieur? Voilà. Philippe Non, mais on est dans un débat. Ce n'est pas une niche fiscale, rappelons-nous. C'est simplement qu'à un moment donné, on a considéré que pour que le pavillon routier français ne disparaisse pas totalement, on allait mettre en place un remboursement de TICPE pour mettre le niveau de fiscalité du gazole professionnel dans la moyenne européenne. Ce n'est donc pas une niche fiscale. De la même manière qu'on a des allègements Fillon sur les salaires pour permettre que les charges sur les salaires français soient dans la moyenne, si c'est tant qu'on y arrive, européenne. On a un CICE qui a aussi un objectif de compétitivité. Voilà. Ce n'est pas une niche fiscale, c'est simplement de mettre à niveau la fiscalité française sur le gasoil professionnel dans la norme européenne. À ce jour, le transport routier français n'a pas d'alternative de carburant au gazole professionnel. Des choses se mettent en place, mais il faudra 5 à 10 ans pour que les parcs évoluent. À ce jour, nous n'avons pas de carburant alternatif au gasoil professionnel. Donc, je vous demande... Ça commence un petit peu. Bien sûr que ça commence. Mais qui pour l'instant, investit? C'est d'abord les transporteurs dans les véhicules. Il y a des transporteurs qui investissent sur des stations gaz. Et nous sommes aidés effectivement par l'État et par les opérateurs du gaz. Mais il est faux de dire que nous sommes dans le remboursement anticipé sur une niche fiscale. On est simplement sur une mise à niveau concurrentielle vis-à-vis des autres pavillons européens. Dernière chose, chaque fois qu'on élimine un camion français en France, on le remplace par un camion étranger et pas pour autre chose. Merci infiniment. Florence Berthelot. Bon, si on se lance là-dessus, tout ce qui a été dit, on est d'accord. Donc Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR. Dans les assises de la mobilité, en aucun cas nous avons accepté quoi que ce soit. Et là, je veux que l'on soit clair là-dessus. Il n'y a pas d'acceptation de taxation supplémentaire, c'est important. Je ne veux pas être trop longue parce qu'il y a beaucoup à dire. Et M. de Saint-Pulgent, qui est là, qui présidait le groupe Plus Soutenable, sait qu'on s'est exprimé des heures sur le sujet. Moi, je me tourne vers Mme Revaud-Dallon et je voudrais d'abord vous dire que vous avez fait votre travail de rapporteur avec beaucoup d'honnêteté. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute sur le fait que vous avez fortement travaillé sur cet aspect européen. Ce que je crains, et ce que nous craignons, c'est que vos travaux
soit décliné d'une manière très particulière en France. Et de ce que l'on entend ce matin, c'est bien ce qu'on retrouve. La directive Eurovignette, elle a toujours concerné la tarification des poids lourds. Et la révision de la directive ne change rien au fait qu'au départ, c'était les poids lourds qui étaient principalement visés. La directive révisée, elle a 2 novations. Et il ne faut pas se tromper sur le sujet. Disparition à terme des vignettes. Donc quand j'entends à terme, on va faire une vignette provisoire le temps que... C'est sidérant. C'est sidérant. Vraiment. C'est-à-dire qu'au moment où l'Europe dit on va supprimer les vignettes, parce que c'est injuste une vignette, c'est que vous fassiez 10 km ou vous en fassiez 100, vous payez la même chose. Donc, au moment où on nous dit on va supprimer la vignette en Europe, quel que soit le temps que ça prendra, la France dit on va faire une vignette. Formidable la manière d'être européen. Deuxième point, et c'est le plus important, et vous l'avez souligné, et je pense qu'on n'insiste pas assez sur le sujet. La novation de la nouvelle directive Eurovignette, c'est que dans son préambule, elle dit bien qu'un tiers des coûts externes sont le fait des poids lourds, mais que 2 tiers sont le fait des voitures. Et que la véritable novation de Eurovignette, c'est de prévoir la taxation à terme de tous les utilisateurs. C'est-à-dire les voitures particulières. Et quand on parle de pollueurs-payeurs avec le scandale Volkswagen, il y aurait beaucoup à dire sur les niveaux d'émissions de pollution par les voitures par rapport aux poids lourds qui sont testés en réel, au passage. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'on ne se trompe pas de débat en France et que, comme d'habitude, pour des raisons politiques ou électoralistes, et je le dis parce que j'ai entendu un grand représentant de l'administration me dire c'est plus facile de taxer les poids lourds parce que les poids lourds ne votent pas, que d'annoncer aux citoyens qui vivent déjà très mal l'augmentation de la TICPE au 1er janvier dernier et la trajectoire d'augmentation de la TICPE, qu'en fait, à terme, non seulement, comme les poids lourds, ils vont payer la TICPE, mais en plus, on va leur tarifer des routes qui aujourd'hui sont gratuites. Donc, je veux attirer l'attention sur ce sujet-là, qu'on ne se serve pas du débat sur Euro-redevance ou Eurovignette pour essayer de faire une sauce franco-française, pour en fait des choses dont nous ne sommes pas responsables. Quand on nous dit 30% des investissements ont diminué, nous ne sommes pas responsables des investissements. Et si les investissements ont diminué, c'est le fait de décideurs qui aujourd'hui viennent se plaindre qu'il n'y a plus d'argent. Merci pour cette précision. Est-ce que Monsieur le Président veut intervenir? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait même pas un papier à cigarette. Non, je suis évidemment totalement, entièrement d'accord avec mes 2 éminentes confrères. Je voudrais simplement rajouter au nom de TLF que nous, ce qu'on remarque quand même, c'est que ce qui est inacceptable pour les transporteurs routiers et pour la logistique en général, puisque c'est ce que je représente, c'est que la route soit encore taxée. La route rapporte environ 39 milliards d'euros de taxes et de redevances, et comme l'ont souligné mes confrères, ces recettes ne sont pas fléchées vers la route. Quand on nous ressasse le utilisateur-payeur, le principe d'utilisateur-payeur, nous, qu'est-ce qu'on constate? Quand on prend les ressources de la FIT et ses dépenses pendant 7 ans, c'est quasiment exclusivement des recettes provenant de la route, et leur affectation, si on inclut les transports en commun urbains, elle est à plus de 50% pour le ferroviaire. Comment pouvez-vous expliquer, au nom d'un principe utilisateur-payeur, que un mode comme le ferroviaire, qui transporte moins de 10% du fret et 11% des voyageurs kilomètres, reçoivent plus de 50% des affectations des dépenses de la FIT? Comment, au nom de l'utilisateur-payeur, peut-on à ce moment-là accepter qu'un utilisateur du RER paye 25% du coût du transport qu'il utilise tous les matins? Alors, utilisateur-payeur, ça nous semble complètement fallacieux comme argument. Nous le refusons, et je répète, comme mes 2 confrères, qu'il y a 0 acceptabilité par le transport routier d'une taxation supplémentaire tant qu'on n'aura pas prouvé que ce que nous payons, nous, la route, est affecté à la route et ne disparaît pas au profit d'autres modes, particulièrement le ferroviaire, pour lequel, encore une fois, les fantasmes de report continuent d'exister après je ne sais pas combien de décennies d'échecs. Voilà, merci. Bon. Les perspectives sont pas garanties. Alors, on pourrait dire d'une certaine manière que le ferroviaire est un service public et que donc il faut y contribuer d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je voudrais donner la parole pour quelques petites minutes, s'il le veut bien, à Damien Pichereau, qui est donc député et rapporteur sur le paquet mobilité 1 au nom de la Commission des affaires européennes. Vous avez fait votre rapport le 31 mai, si je
vous avez présenté votre rapport le 31 mai et il a été adopté récemment par la Commission. C'est bien ça, hein? Tout à Est-ce que fait. vous pouvez le résumer? Il porte sur beaucoup de points qui intéressent beaucoup le monde du transport routier d'une façon générale, mais je crois que c'est vos points 18 à 22 en particulier dont vous allez parler ce matin, parce que là, ils sont au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. On a dans le paquet mobilité donc plusieurs volets. Dans ce paquet mobilité, un premier qui concerne l'accès au marché et le social, un deuxième qui concerne les contrôles, et un troisième qui concerne évidemment la tarification des infrastructures et la directive Eurovignette. C'est plutôt de celle-ci dont je vais parler ce matin. Déjà, la première chose, j'ai entendu tout à l'heure qui va payer. Moi, je pense profondément qu'il faut que l'ensemble des usagers du transport routier de marchandises payent. C'est-à-dire, il y a les poids lourds, mais il y a aussi les véhicules utilitaires légers. Moi, c'est une demande que j'ai faite dans ce rapport qui, comme vous l'avez dit, a été voté à l'unanimité par la Commission des Affaires européennes, qui passera également en Commission du développement durable d'ici quelques semaines, que l'ensemble des usagers, des utilisateurs du transport routier de marchandises, y compris les véhicules utilitaires légers, soient soumis également à cette taxation Eurovignette, à cette redevance. Pourquoi? Tout simplement parce que, et d'ailleurs l'Europe le reconnaît à moitié, en obligeant les véhicules utilitaires légers à avoir 2 des 4 critères d'accès à la profession. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils font du transport routier de marchandises, qu'ils prennent part, comme les poids lourds, au transport routier de marchandises. Donc à partir de ce moment-là, ils doivent avoir les mêmes critères, strictement, et je pense qu'on doit rester ferme sur ce point, et d'ailleurs sur l'ensemble des volets du paquet mobilité. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais souligner avec vous. Après, j'entends beaucoup de parler de taxation, de fiscalité, et moi j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement avec vous, que ce soit dans le cadre effectivement de ce rapport sur le paquet mobilité, mais aussi dans ma mission gouvernementale sur les véhicules utilitaires légers que je mène actuellement. Il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'effectivement, il y a peut-être besoin de réviser aussi notre fiscalité. On a notamment une taxe que la Cour des comptes qualifie d'archaïque, qui est la taxe à l'essieu. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on se penche sur la question, et ça permettra peut-être aussi d'avoir un peu plus d'acceptabilité quant à le dispositif Eurovignette. Et enfin, concernant ce qu'on parlait sur la tarification à la distance ou à la durée, personnellement, je pense qu'on doit laisser de l'autonomie aux États, tout simplement. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Eurovignette, telle qu'appliquée depuis 1999 et ses différentes révisions en 2001 et 2006, 2011 également, globalement, ça ne marche pas. Donc, faire quelque chose de plus strict, de plus cloisonné, je ne suis pas certain que ça permettra une meilleure acceptabilité, que ce soit de la part des États, mais aussi des utilisateurs que vous représentez, notamment les poids lourds. Donc je pense qu'on doit laisser plus d'autonomie, plus de liberté aux États, que ce soit dans la modulation des péages, dans le choix également de la distance ou de la durée, parce que je reste persuadé, moi, à titre personnel, que mettre en place un système de tarification sur la durée dans un premier temps peut être une bonne chose quand on n'a pas les infrastructures nécessaires. On a bien vu qu'il y avait une difficulté également d'acceptabilité sur les tarifications à la distance. Donc je me suis positionné dans le rapport pour que les États gardent leur autonomie. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette concision.